encore mort. Personne qui peut m'éradiquer. Fort, pour pas perdre, il faut pratiquer. Sors, je me vide la tête là où les constituent. Faut que je m'exerce, un stylo, une prod qui tue. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est une vidéo que je suis très content de faire puisqu'on va parler du Sarama. Vous savez, la musique thaï qui accompagne le Ramway, le Waekru et les combats en général. Voilà, on a l'habitude de la voir en mode audio avec une cassette ou un CD pendant les galas, les combats en France, mais en Thaïlande, vous savez que c'est un véritable orchestre qui joue au bord du ring. Et en fait, il y a un certain nombre de choses à savoir autour du Sarama. Et en fait, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'interviewer quelqu'un qui s'appelle Jérôme. Jérôme, c'est un abonné de la chaîne qui m'a contacté parce qu'en fait, lui, il s'est pris de passion pour le Sarama. Il a décidé d'apprendre à en jouer. Donc, il a une démarche qui est vraiment excellente. Il a contacté un maître qui vit à Chiang Mai, en Thaïlande, qui est un salarié d'un stadium. Il l'a contacté par internet et cette personne a accepté, qui s'appelle Maître Nart, a accepté de lui apprendre à jouer de la flûte thaïlandaise, donc du pichawa. Et donc voilà, ils se sont entraînés pendant de longs mois sur ce genre de session-là. Et maintenant, Jérôme a atteint un niveau qui est plus que correct, puisque voilà, vous allez voir qu'il joue très bien, il est à peu près à ce niveau-là maintenant. Donc voilà, ce que je vous propose maintenant, c'est d'écouter Jérôme nous parler du Sarama, d'où ça vient, à quoi ça sert, comment ça fonctionne, comment fonctionne l'orchestre, quel type d'instrument, etc. Et surtout, s'il y a des promoteurs qui regardent la chaîne, et je sais que c'est le cas, est-ce que c'est pas l'occasion d'avoir en France aussi des galas avec un orchestre au bord du ring qui jouerait en live? Je pense que voilà, Jérôme, il adorerait ça. Il devait le faire au mois de novembre, ça a été annulé. Enfin voilà, donc je propose la chose. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Vous allez voir, Jérôme, c'est quelqu'un qui est passionné. Il va vous apprendre plein de choses sur le Sarama. Je sais que la vidéo est un peu longue, mais vous allez voir, vous n'allez pas voir passer le temps. Donc on découvre ça tout de suite avec Jérôme. Salut Jérôme, merci beaucoup de m'accorder un petit peu de ton temps pour nous parler du Sarama. Je te propose de commencer un peu dans le dur, de raconter déjà qu'est-ce que c'est que le Sarama et de quoi se compose l'orchestre. Salut Antoine et merci déjà de m'avoir invité sur ta chaîne. Écoute, le Sarama, c'est très intéressant parce que lorsque j'ai commencé mon apprentissage en fait de la musique thaïlandaise, j'ai vite compris que le Sarama, ça désignait vraiment la partie musicale qui concerne le Waekru et le Ramway en fait. Alors qu'au départ, le Sarama, je l'avais envisagé comme étant l'intégralité de la musique Muay Thai, si je puis dire, c'est-à-dire à partir du Waekru jusqu'à la fin du 5e round. Et en fait, j'ai eu tout de suite un quiproquo avec mon professeur de Chiang Mai, puisque très rapidement, je me suis rendu compte que ce que lui, il appelait Sarama, c'était vraiment que ce que les Thaïlandais appellent la mélodie flottante, c'est-à-dire vraiment la mélodie du tout début, Waekru et Ramway. Donc ça c'est incroyable parce que tu regardes n'importe où sur internet, quand on parle de Sarama, on parle clairement de la musique, l'ensemble de la musique, quoi. Donc là voilà, Ouais, tout à fait. c'est l'avis de Maître Nart en tout cas, du coup c'est vraiment, ça concerne que la première partie, quoi. Exactement. J'ai eu plusieurs versions d'ailleurs, parce qu'il y a également un Américain là, qui fait une thèse sur la musique Muay Thai, John Forrestal, et lui aussi a confirmé cette version-là en publiant des vidéos sur YouTube où il y a marqué Sarama plus premier round. Donc vraiment, il fait bien la distinction des deux, quoi. Donc, Ok, non, c'est vraiment la première information importante. c'est intéressant. Et donc, est-ce que tu peux nous en dire plus sur l'orchestre, de quoi il est composé en fait?
Bah, l'orchestre qu'on connaît le mieux, hein, c'est un peu la formation qu'on rencontre dans les grands stades de Bangkok, en fait. Donc, il y a tout d'abord le Pichawa, c'est la bombarde, enfin ce que j'appelle moi la bombarde utilisée. Alors, c'est un instrument à vent, hein, qui fait un son très particulier, très reconnaissable. On a également deux percussions qui sont les klongkek. Voilà, il y a deux percussions qui se jouent un petit peu à l'horizontale comme ça. Donc, c'est des percussions qui se répondent l'une l'autre. C'est super technique d'ailleurs, c'est vraiment très beau. Et puis, il y a un quatrième instrument qui sont des petites cymbales. Alors, j'en ai là, hein. C'est des toutes petites cymbales comme ça qui donnent le tempo. Voilà, c'est un musicien qui est généralement en deuxième rangée d'orchestre et qui donne le tempo. Alors, ça a l'air d'être enfantin et pourtant, c'est super important parce que c'est ça qui va donner toute la cadence. D'accord, ok. Et donc, c'est un orchestre de combien de personnes au final pour avoir un truc complet? Bah, le standard, si je puis dire, c'est vraiment quatre musiciens, hein. Donc voilà, cette bombarde, deux percussionnistes au klongkek, voilà, et puis le ching qui est là, les petites cymbales. Mais par contre, pour des raisons économiques, on voit parfois dans des vidéos des orchestres un peu moins fournis, parce qu'évidemment les musiciens, il faut les payer, comme tu peux l'imaginer. Ou à l'opposé, on a, enfin, j'ai trouvé des vidéos sur YouTube où tu as des orchestres beaucoup plus fournis. Alors, il y a vraiment pas mal de percus. Il y a même quelques témoignages de xylophones aussi, hein, xylophone thaïlandais, pour vraiment mettre l'ambiance pendant le combat. Ok. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu des origines de cette musique et, tu vois, à quoi elle sert? On va en parler après, mais au moment de l'origine, d'où ça vient en fait? Alors, ce qui est assez étonnant aussi, c'est que cette bombarde là qui est utilisée pendant les combats de Muay Thai, en fait, elle est originaire de l'île de Java. Donc, c'est pas au départ, c'est pas thaïlandais. C'est-à-dire que c'était utilisé lors des combats par les soldats javanais. En fait, c'était vraiment une pratique très courante. C'est-à-dire durant les affrontements, il y avait un instrument en bois comme ça, on soufflait dedans et ça donnait de la motivation, ça donnait du cœur aux combattants. Et il semblerait qu'effectivement, les Thaïlandais aient pris cette pratique-là, ils l'ont observée dans un premier temps et puis ils l'ont reprise pour un aspect militaire et puis ensuite un aspect martial, évidemment. Et d'ailleurs, Donc c'est pour ça d'ailleurs que l'instrument, ça... ouais, c'est ce que j'allais te Pardon? demander. Non, mais c'est ce que j'allais te demander, c'est que tu m'as dit l'instrument, c'est même dit dans le nom de l'instrument en thaïlandais, non? Oui, c'est ça. C'est-à-dire ça s'appelle le Pi Chawa. Et Chawa, ça fait référence à l'île de Java, en fait. Donc c'est la bombarde javanaise, si on traduit vraiment comme il faut. Littéralement. Donc ils ont la modestie de dire, moi-là, on l'a piqué, quoi. Voilà. Et donc sur à quoi ça sert, on peut répondre que, enfin voilà, c'est une bonne question. Si je te pose à quoi ça sert, parce que moi j'ai la vision très combat, où je sais que voilà, quand le combat traîne un peu des pieds et que les parieurs veulent que ça aille un peu plus vite et que l'arbitre demande aux boxeurs de se remuer un peu, bah, c'est de notoriété publique que l'orchestre va accélérer le rythme pour forcer les boxeurs à se caler là-dessus. Mais au-delà de ça, en fait, à quoi ça sert si on pose la question de manière plus globale? Enfin, par rapport à ce qu'on appelle le pi muay, c'est la musique muay thai. Alors déjà, durant toute la mélodie flottante, il y a une dimension spirituelle, quoi. C'est-à-dire que vraiment, le but, c'est vraiment d'accompagner ce qu'on appelle le pay respect to the teacher. Voilà, c'est-à-dire on va vraiment accompagner musicalement cet hommage Alors à aux moi, ancêtres, là aux professeurs. tu fais référence au Wake en fait là. En fait, il y a une réelle dimension spirituelle et c'est vrai que si on imagine par exemple ce way crew, le ramway sans musique, évidemment, c'est impensable. Donc il y a vraiment la création d'une bulle grâce à cette musique et il y a cette dimension-là sur la première partie du combat, si je puis dire. Et puis ensuite, on passe sur les rounds. Et là, effectivement, il y a deux, il y a deux objectifs. En fait, c'est déjà, les musiciens vont agir par rapport à ce qu'ils observent, par rapport à ce qui se passe sur le ring. Ils vont commencer évidemment à un tempo assez réduit. Et puis, ils peuvent progresser très rapidement en tempo. Donc, ils regardent, ils observent, ils lisent le combat, en fait, d'une certaine manière. Ils lisent le combat et ils jouent par rapport à ça.
Et puis la deuxième chose très importante, c'est qu'il joue aussi de la musique par rapport à ce qu'il voudrait voir. Et c'est un peu comme les spectateurs, ils agissent par rapport à ce qu'ils voient, mais par rapport à ce qu'ils voudraient voir aussi. Donc si le combat va pas assez vite, et si l'arbitre intervient plusieurs fois pour dire, ah, les gars, faut y aller, et ben là, tout de suite, le tempo, il va prendre 10 pulsations minutes ou 20 pulsations minutes d'un seul coup, et ça va créer vraiment un électrochoc, quoi. Ah, c'est vraiment excellent. Je trouve cette dimension-là qui est assez peu connue finalement. Et pour compléter un peu ce que tu disais sur la dimension spirituelle au début du combat avec le Wekru et le Ramway, j'ai fait une vidéo là-dessus que je vais remettre en haut à droite de votre écran pour ceux qui souhaiteraient aller regarder un petit peu. Et du coup, la question que j'ai envie de te poser, c'est comment ça s'est passé ton apprentissage là-dessus? Comment ça s'apprend? Tu m'as expliqué comment est-ce qu'on gérait la respiration. Je trouve ça hyper intéressant. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un peu tout ça? Ouais, alors c'est un peu technique, mais je vais essayer de le simplifier. Alors, ce qui est très étonnant quand on écoute vraiment attentivement cette musique, et notamment l'instrument avant, c'est qu'on n'entend pas de coupure dans les notes. C'est-à-dire que le musicien, alors déjà, il est très très bon parce que ça va très très vite dans les doigts, c'est vraiment impressionnant à observer, c'est fou. Donc un talent fou dans les doigts, mais aussi la respiration, c'est quand on l'observe, on se dit, mais quand est-ce qu'il respire? Et en fait, il y a toute une technique dont j'ai fait l'apprentissage. Alors, c'est pas facile, c'est-à-dire que on emmagasine de l'air dans les joues, voilà, on gonfle ses joues, tout simplement, et on expulse l'air grâce aux muscles des joues, donc on va compresser ses joues, et pendant qu'on expulse l'air par la bouche, on inspire par le nez. Donc ça crée une sorte voilà, de respiration continue, c'est complètement dingue. Et alors c'est très connu dans le jazz ou dans d'autres domaines, mais je ne m'attendais pas à retrouver ça ici. Et ce qui fait qu'en fait, ça devient quasiment vaudou comme musique, c'est-à-dire que les notes ne s'arrêtent jamais pendant 3 minutes, c'est à fond, à fond, à fond. Et évidemment, dans un troisième ou dans un quatrième round endiablé, eh ben, tu s'écoutais, quoi. C'est-à-dire qu'il y a cette musique qui t'ensorcelle, et puis voilà, ça va à fond la caisse. C'est clair que c'est extrêmement envoûtant. D'ailleurs, là, je pense qu'il y a absolument tous les abonnés de la chaîne Yuma qui sont en train d'essayer de faire ça, de gonfler leurs joues et de souffler en respirant. Mais enfin, voilà, on le voit bien dans le petit extrait que j'ai mis au début de la vidéo où on te voit jouer. On comprend quand même bien le mécanisme et effectivement, ça doit pas être facile à apprendre. Comment il t'a reçu en fait, Maître Nart, quand tu l'as contacté? La vidéo où vous jouez ensemble, je la trouve extraordinaire. Comment s'est passée votre rencontre? Est-ce qu'il était surpris en fait? Il devait halluciner objectivement. Ouais, très très surpris. Alors déjà, c'est quelqu'un de très gentil, très humble, super sympa. C'est très familial l'ambiance, hein, quand on l'appelle, c'est tout de suite vraiment très sympathique. Mais c'est vrai que ça a été une grosse surprise pour lui parce que il y a eu deux éléments de surprise. Premièrement, le fait qu'un Français l'appelle, il savait par contre que la France était un pays de Muay Thai. Ça par contre, c'est sûr, clair et net. Par contre, il se doutait pas qu'on se posait des questions sur cette musique. Et puis, deuxième chose qui l'a surpris beaucoup, c'est que je suis musicien traditionnel breton et on a un instrument en Bretagne qui ressemble comme deux gouttes d'eau à son instrument à lui thaïlandais, et ce qui m'a permis de progresser assez vite, et ça l'a beaucoup surpris. Vraiment, cette similitude, il est tombé de sa chaise. Et donc tout s'est fait par internet, comme on a vu là au début de vidéo. Combien de temps ça t'a pris en fait pour acquérir le niveau que tu as maintenant? Écoute, alors déjà, j'ai joué en solo 4 ou 5 mois, c'est-à-dire dans mon garage, tu vois, à écouter les airs, à essayer de les rejouer, à mettre même des vidéos de combat. J'éteins le son, je mets la vidéo, puis je joue par-dessus, tu vois. Je fais du playback en fait, ou de la musique de film sur des combats, tu vois. On est très créatif. Parce qu'en fait, je voulais pas l'appeler tout de suite sans avoir un petit niveau quand même, quoi. Je voulais pas lui faire perdre son temps, entre guillemets. Donc j'ai joué 4 5 mois comme ça, et puis après je l'ai contacté, et puis pendant plusieurs mois on a profité voilà, de ses disponibilités à lui, c'est-à-dire le soir, il faisait des galas, enfin il faisait Bah oui, t'es là, il ouais. jouait pour des combats, et du coup durant l'après-midi, on trouvait voilà, le timing adéquat par rapport au décalage horaire, ça fait. Mais du coup, tu t'étais procuré toi l'instrument de ton côté. Comment t'as fait en fait? Alors comment j'ai fait? Alors, ça faisait longtemps que je m'intéressais beaucoup à cet instrument de musique parce que justement, j'avais entendu le son et je me suis dit c'est forcément très ressemblant par rapport à l'un des instruments que j'utilisais déjà par avant.
Un beau matin, YouTube m'a proposé de regarder une vidéo, un reportage qui venait d'être mis en ligne par un jeune homme là, américain, du John Forrestal, qui fait une thèse en ce moment sur ce sujet. Et donc j'ai appelé, j'ai trouvé le CV de cet Américain, je l'ai appelé. Et tout de suite, il m'a dit, bah, écoute, ça tombe bien, je suis en Thaïlande. Et dans 3 jours, je vais voir un fabricant d'instruments. Si tu veux un instrument, il n'y a pas de souci, je t'en prends un et tu me paieras plus tard, on verra bien. Ah, super. Mais c'est un scénario incroyable, vraiment la confiance totale, quoi. Il m'achète un instrument sans savoir si je vais le payer. Et puis, évidemment, je l'ai payé, mais voilà, j'ai été étonné de cette confiance voilà, ça m'a rendu un service immense, quoi, parce que ça faisait des années que je voulais trouver ça. Et tu disais que tu jouais en playback sur les combats, ça je trouve ça intéressant parce que ça nous permet de venir au fait, c'est 100% de l'improvisation en fait quand les mecs jouent. Ils suivent ils improvisent complètement quoi. Alors, ouais, vraiment, il y a beaucoup d'improvisation. Alors, il y a quand même des thèmes, d'ailleurs, que je suis sûr que tous tes adhérents reconnaissent, voilà, en fonction des rounds. Il y a des thèmes qui sont connus, mais c'est vrai qu'on aura toujours des tournures de phrases différentes en fonction de ce qui se passe sur le ring. Il y a un tempo aussi différent. Donc, il y a énormément d'improvisation. Et puis, d'après ce que me disait mon maître Nart, le 5e round, d'après lui, c'est intégralement de l'improvisation. C'est-à-dire, le 5e round, tu n'as même plus de structure de phrase. Et puis, pour broder autour, etc. Non, c'est vraiment 100% impro. Tu sais pas ce que tu vas faire, le round commence. Et enfin il y a un truc dont on a discuté aussi, c'est que tu m'as dit que systématiquement à chaque compte, on arrêtait tout de suite la musique. Ouais, ouais, c'est vrai qu'il y a des règles comme ça implicites dont Maître m'a parlé, et puis d'autres contacts m'en ont parlé aussi. Alors la règle, évidemment, la plus importante, c'est de ne pas jouer de musique quand l'un des combattants est compté. Alors il y a plusieurs interprétations à ça. Tout d'abord, bah, il y a la santé du combattant qui est en jeu. Donc la musique s'arrête là où la santé peut être en jeu, c'est-à-dire que voilà, on ne sait pas si le combattant va se relever, on ne sait pas ce qu'il a, à l'endroit où on joue, on est trop loin pour se rendre vraiment compte des choses. Donc effectivement, par respect pour le combattant, on arrête de jouer. Ça, c'est vraiment la première explication. Et puis la deuxième explication, c'est que quand tu arrêtes de jouer comme ça soudainement, ça crée une sorte d'effet seau d'eau dans la figure, quoi. C'est-à-dire que l'ambiance change complètement. La fête s'arrête, ouais, c'est clair. Donc, et ça, ouais, c'est ça. C'est-à-dire que t'es dans ton combat, voilà, il y a la musique qui va à 180 pulsations minutes, donc ça envoie vraiment du lourd. D'un seul coup, tout s'arrête. Et puis, devant toi, bah, il y a l'arbitre qui est en train de te compter, quoi. Donc le but, c'est vraiment que ça crée l'électrochoc de se dire, bah, là, si tu trouves pas ce petit supplément pour te repositionner, bah, c'est la fin du combat, tout simplement. Et du coup, tu nous as expliqué effectivement qu'il y avait la part belle à l'improvisation, mais il y a quand même il y a quand même des airs. Tu disais qu'il y avait quand même des airs qui sont plus ou moins récurrents. Ils viennent d'où ces airs traditionnels finalement qu'on connaît tous? Il y a plusieurs, bah, il y a pas mal de sources. Ce sont souvent des airs populaires que les gens connaissent et qu'on peut entendre d'ailleurs dans d'autres circonstances. C'est pas forcément que des airs de Muay Thai en fait. Donc des airs populaires, des airs festifs. Il y a aussi des airs en hommage au roi, en fait, des airs qu'on peut entendre durant des processions royales, par exemple, hein. Donc il y a également dans le nord du pays, mon prof me disait qu'il y avait beaucoup d'inspiration sur des airs chamaniques. Donc voilà, il y a vraiment des sources extrêmement diverses voilà, comment dirais-je, d'improvisation et puis voilà, musicalement, on va chercher un peu partout les sources musicales. Et du coup, en fait, si on fait un petit peu le bilan de ce que tu nous as expliqué sur le rôle du Sarama, le fait que l'orchestre regarde exactement ce qui se passe pour coller complètement, s'arrête quand il y a un compte, fait accélérer le tempo nécessaire, en fait, on se rend compte que le fait d'appuyer sur play sur la musique, quand nous, en France, on met un combat de Muay Thai, en fait, on passe complètement à côté de l'intérêt du truc. Et finalement, c'est même quasiment contre-productif parce que du coup, le rythme sera toujours le même et on ne peut pas s'arrêter pendant les comptes, etc. etc. Donc, est-ce que tu penses, selon toi, il vaut mieux essayer de faire
quand même la part belle à cette tradition et malgré tout voilà, mettre une musique Muay Thai pendant les combats, ou est-ce que tu dirais en fait finalement c'est tellement contre-productif, c'est tellement à l'opposé de la réalité qu'il faudrait mieux ne rien mettre? Moi, je pense il faut mettre de la musique, hein. C'est sûr et certain. Ah, Je je suis suis d'accord, je suis d'accord. entièrement convaincu et vraiment, c'est tellement, tellement important. Et moi, j'ai assisté à des galas où le régisseur oubliait de mettre la musique. Et Ouais, là, ça gueule, t'entendais, ouais, ça gueule, ouais. il y avait ça gueule. Et puis moi, j'étais vachement content, quoi, parce que je me disais, ouais, putain, on a compris, on a compris. Donc non, franchement, c'est super bien qu'on mette de la musique. Alors oui, évidemment, il y a pas de musiciens thaïlandais sur place, donc on met le Bah, il y a fichier toi, il y a MP3, toi, voilà, il y a bon, tant toi. pis, c'est comme ça. Attends, justement, on y vient. Ça a Oui, été annulé à cause du Covid, malheureusement, oui, mais toi, tu t'apprêtais à faire de la musique live pour la première fois pendant un gala, là, au mois de novembre. Ça a été annulé, j'espère juste reporté. Et exactement. toi, tu joues, mais du coup, qui fait les percussions, quoi? Enfin, comment ça se passe pour le reste de l'orchestre? Alors du coup, oui, effectivement, bah, je joue, je répète souvent. Alors j'ai la chance d'avoir un club à la Mézières dans le 35 là, qui m'accueille pendant les entraînements. Donc c'est super sympa parce que ça montre aussi l'ouverture d'esprit du club. Donc il m'accueille dans une salle juste à côté bah, des salles de frappe là. Et donc je suis accompagné d'un percussionniste, David, qui joue. Alors il joue pas les percus traditionnelles thaïlandaises parce que c'est extrêmement compliqué de s'en procurer et puis c'est relativement cher. Il joue des congas, donc des percussions plutôt brésiliennes, mais ça passe très très bien quand même. Et donc pour l'instant on est en duo. Voilà, donc on joue, on peut jouer 5-6 rounds d'affilée, comme ça on se fait des sessions. On n'est pas forcément calé sur des formats de combat réels, hein, 3 ou 5 rounds, on peut en faire 6 d'affilée, c'est pas grave. Et donc on fait tourner des airs qu'on n'entend pas souvent effectivement bah, dans le CD qui est utilisé depuis le début des années 2000 dans tous les galas français, on va dire. Mais est-ce que ça veut dire que si un promoteur qui regarde, il y en a, hein, des promoteurs qui suivent la chaîne, veulent que tu sois là au bord du ring pour leur prochain gala pour de la musique live, c'est possible? Ah bah il n'y a pas de souci, vraiment nous c'est pour ça, hein, on veut la rendre vivante, hein, cette musique, donc pas de souci pour envoyer un petit enregistrement pour montrer notre niveau et pas de souci pour être au gala, ça c'est clair, Ouais, c'est clair. moi, je trouve que c'est une démarche vraiment excellente. J'ai beaucoup apprécié nos échanges qu'on a depuis quelques temps et qu'on puisse faire cette vidéo ensemble parce que je trouve que la démarche est vraiment excellente, quoi. Et pour revenir justement le milieu thaïlandais, ouais, les orchestres thaï, est-ce que c'est un truc que, tu vois, Maître Nart, il est demandé, il est connu, il travaille que pour un stadium, il travaille pour plusieurs stadiums, comment ça se passe? Voilà, alors ça effectivement oui, c'est intéressant parce que c'est assez sérieux comme, comme approche, c'est-à-dire qu'effectivement, Maître Nart, il a un contrat de travail avec un stade de Chiang Mai, donc il a une exclusivité de stade. C'est-à-dire qu'à chaque fois il y a un gala dans ce stade, évidemment, c'est pour lui. Voilà, il est garanti d'avoir à chaque fois la prestation pour lui. Par contre, en retour, il a une clause de non-concurrence, donc qui fait que effectivement, il n'est pas censé aller jouer dans un autre stade, même de la même ville, tu vois. D'accord. Donc c'est vraiment un contrat de travail très sérieux, voilà, où il faut respecter vraiment le fait d'avoir cette exclusivité-là de stade. Donc chaque stadium a ses musiciens en fait, quoi. Exactement. D'ailleurs, on les reconnaît. Pour ceux qui s'intéressent à la musique thaï, évidemment. C'est-à-dire que moi, par exemple, je regarde pas mal de combats Lumpini, Raja, etc. Et effectivement, on reconnaît le son, on reconnaît les plus grands musiciens qui font partie du staff de ces stades-là, quoi. Ouais. Mais d'ailleurs, du coup, parce que lui, il est dans un stadium à Chiang Mai, c'est ça? Dans quel stadium il travaille? Il est dans le Taipei Stadium de Chiang Mai. Il disait que les instruments ou les mélodies n'étaient pas systématiquement les mêmes en fait entre les différentes régions en Thaïlande. Ouais, oui. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote à ce sujet. Alors, euh, en fait, au tout début de mon apprentissage avec Maître Nart, en fait, j'étais vraiment euphorique, quoi, parce qu'enfin, voilà, j'avais un professeur pour me montrer comment jouer, comment comprendre cette musique. Et un beau matin, je lui ai envoyé une vidéo de moi en train de jouer des airs du Lumpini, enfin de Bangkok, on va dire plus généralement. Et donc, il était très content, mais il m'a rapidement dit, écoute, ça c'est Bangkok. Moi c'est Chiang Mai.
Donc, mais super sympa. Non, mais encore une fois, très familial. Je veux dire, il n'y a pas de tension. Mais c'est quoi la C'était vraiment différence? très, Je très comprends pas amical. en fait. Bah, en fait, c'est des tournures de phrases, c'est des thèmes musicaux qui vont être différents. Et effectivement, en fait, à travers cette petite erreur que j'ai commise, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait une tendance des musiciens, et notamment des jeunes musiciens en Thaïlande, de jouer vraiment ce que jouait le lumpini, grosso modo, quoi. Tout le monde joue un peu ce que joue le lumpini. Et c'est vrai que les professeurs comme Maître Nart, bah, ils ont vraiment envie de garder la richesse des différents thèmes de région, on va dire. Et effectivement, c'est à cette occasion-là qu'il m'a expliqué que lui, il m'apprenait les thèmes de Chiang Mai. Voilà. Donc, je me suis dit, tiens, ah ouais, c'est comme si je sais pas, un Thaïlandais contactait un professeur de musique bretonne, puis il lui joue un air de Strasbourg. Forcément, le prof de musique bretonne va lui dire, écoute, mon vieux, c'est pas le même coin. Donc, il Ouais, a réagi mais pareil, tu vois, mais ouais, mais bon, c'est quand même plus proche là, parce que c'est quand même les mêmes instruments et pour la même, tu vois, la même pour le Muay Thai quand même. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Moi, je savais pas du tout ça et je pense qu'il y a beaucoup c'est de gens qui l'ignoraient bah, il y avait les musiques qui évoluaient un peu selon les régions. Et c'est vraiment quelque chose que je découvre complètement quoi. il y a des thèmes complètement différents. Et il y a même des instruments différents parce que, alors là, c'est un peu technique, mais normalement, dans le nord du pays, c'est pas exactement le pitchawa qui est utilisé. C'est un autre instrument beaucoup plus long. C'est le même concept, mais c'est très très long, c'est très très grave, qui s'appelle le pinai. Et effectivement, en fait, en fonction des régions, tu peux avoir complètement une sonorité différente. Est-ce que tu penses que j'ai oublié quelque chose ou est-ce qu'on a fait un tour global de ce qu'on s'était dit, hein? Non, je pense on a fait le tour global. Ensuite, bah, ce que je voulais dire, c'est que bah, toute personne intéressée par cette musique, évidemment, peut laisser un commentaire ou je sais pas, ou essayer de prendre contact avec nous. Évidemment, plus on est de fous, plus on rit, comme on dit. Donc, pour l'instant, on n'est que deux à faire cette musique-là. J'ai cherché sur Internet, j'ai essayé de trouver d'autres musiciens, même dans la diaspora thaïlandaise, j'ai pas trouvé. Donc, manifestez-vous si, si en France, il y a du monde. Vraiment, ça nous ferait vraiment plaisir de trouver d'autres musiciens pour pouvoir partager cette passion-là. Ah, bah, c'est génial, carrément. On va carrément relayer cet appel-là. Qu'est-ce qu'on fait? Les gens qui veulent te contacter, ouais, ils commandent sur la vidéo ou ils peuvent te contacter sur Instagram. Peut-être je mettrai ton Insta en commentaire ou dans la description. Ouais, ouais, carrément, ouais, ouais, pas de souci. On peut faire comme ça. On est rentré en contact par Instagram tous les deux. Et du coup, bah, voilà, les gens pourront te contacter directement et j'espère que ça donnera lieu bah, soit que tu découvres que d'autres personnes jouent de la musique comme ça en France ou que des gens qui soient motivés, qui puissent rentrer en contact avec toi, ou des promoteurs. Moi, j'aimerais bien que tes promoteurs te contactent et qu'on arrive à Ah, faire des orchestres live pendant des galas. Ça, je trouverais ça vraiment, vraiment super. ah, Si la je chaîne serais du tellement. Mouet peut te donner la visibilité que tu mérites largement et pour qu'on arrive à ça, ça serait vraiment, vraiment super. Écoute Jérôme, je te remercie énormément, encore une fois, vraiment. C'est pas- J'ai vraiment beaucoup apprécié tous nos échanges. Le fait que tu m'aies contacté, qu'on ait pu échanger comme ça, c'est vraiment super. Et ça termine par cette vidéo en apothéose pour moi. Donc je suis vraiment super, super content. Ouais, c'est- Donc voilà, j'espère que ça aura intéressé les abonnés. À mon avis, pour être très franc, je pense qu'il y avait beaucoup de gens qui n'auront pas été jusqu'ici. Mais en tout cas, ceux qui auront été jusqu'ici, je pense qu'ils auront appris énormément de choses. Et je suis vraiment très, très content moi, de pouvoir faire ce ah, type de merci. contenu pour parler de Muay Thai. Et là, dans ce cas précis de Sarama, à mon avis, les gens ont appris beaucoup de choses. Donc voilà, je te remercie vraiment beaucoup, C'est Jérôme. moi qui- merci. Bon, Les autres, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner si le contenu bah, vous a plu. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.